Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui aide la sérendipité. À un moment donné, l'un se forma du multiple, à un autre moment, il se divisa et de l'un sortit le multiple, feu, eau et terre, et la hauteur puissante de l'air. La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 11, couleur gréco-romaine. Dans cet épisode, on remonte au 5e siècle avant notre ère en Grèce et on découvre à travers les yeux d'Empédocle comment la couleur a pris son importance dans le monde gréco-romain de l'Antiquité. Le 5e siècle avant notre ère en Grèce, c'est le siècle d'Empédocle, qui est un philosophe présocratique qui vivait en Sicile, aussi poète et ingénieur. Il ne nous reste que 2 fragments de 2 poèmes qui décrivent sa philosophie, de la nature et les purifications. Mais on a aussi quelques fragments de sa pensée dans La République de Platon, dans la métaphysique d'Aristote ou dans les dialogues sur l'amour de Plutarque. On sait qu'il est influencé par Parménide et Pythagore dans sa conception de l'un et du multiple. Empédocle cherche en fait à découvrir l'arché, c'est-à-dire l'origine du monde, la cause de toute chose. Les Grecs avaient bien compris que toute chose a une cause, et que donc toute cause a une autre cause, et c'était une vraie question philosophique complexe de comprendre quelle était la cause originelle. C'est tout le travail d'Empédocle. Alors que selon Thalès, un peu plus d'un siècle plus tôt, l'eau est le principe supérieur dont procèdent les autres éléments, c'est-à-dire l'air, l'eau qui est raréfiée, la terre, l'eau qui est condensée, et le feu qui est nourri par l'air. Pour Empédocle, l'arché, l'origine du monde, est différente. Pour lui, ce sont 2 principes qui règnent successivement sur l'univers dans un cycle qui se répète indéfiniment. L'amour ou la concorde et la haine ou la discorde. Ce qui m'étonne là, c'est que j'y retrouve un petit peu les 2 cycles dynamiques des wuxing, créateurs et destructeurs. Pour Empédocle donc, à un état de concorde où règne l'amour et où tout est uni, succède progressivement la discorde et la haine jusqu'à la séparation complète des éléments fondamentaux, c'est-à-dire, encore une fois, les 4 éléments grecs, l'air, l'atmosphère, puis le feu, les étoiles et le jour, la terre et enfin l'eau. Ce cycle cosmogonique est aussi présent dans les individus vivants. Pour Empédocle, nous naissons androgynes, dans un état primitif où l'amour domine, avant que la haine ne conduise à la sexualisation, ce qui fait de nous des individus errants et solitaires, cherchant à s'unir sous l'impulsion de l'amour. Empédocle écrit « À un moment donné, l'un se forma du multiple, à un autre moment, il se divisa, et de l'un sortit le multiple, feu, eau et terre, et la hauteur puissante de l'air. » Ces 4 éléments qui composent toute chose sont associés à des dieux. Connais premièrement la quadruple racine de toute chose, Zeus au feu lumineux, Héra, mère de vie, puis Aidoneus, Nestis enfin, aux pleurs dont les mortels s'abreuvent. Aidoneus est mieux connu sous le nom de Poséidon et Nestis, c'est Hadès. Zeus, le dieu de la lumière céleste, représente le feu. Héra, son épouse, désigne l'air. Hadès, le dieu des enfers, représente la terre. Et Nestis, Poséidon, désigne l'eau. Ce qui m'étonne, moi, aujourd'hui, c'est que si on analyse un petit peu cette intuition des 4 éléments, on retrouve les 4 premiers états de la matière découverts en physique, c'est-à-dire solide, liquide, gazeux, et l'état de plasma, qui est celui du feu, qui est un état qu'on a découvert seulement au XXe siècle. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire la couleur. Empédocle associe ces 4 éléments à 4 couleurs, et sans surprise, on retrouve le contraste noir et blanc associé au rouge et au jaune. Bien que 3 de ces éléments soient communs avec 3 des 5 wuxing chinois, seule l'association du noir et de l'eau est commune, tout le reste est différent. Ainsi, pour Empédocle, le feu est blanc,
L'eau qui s'y oppose est noire, comme en Chine, l'air est jaune et la terre est rouge. Empédocle ne s'attache pas qu'à décrire le monde, mais s'intéresse à nos perceptions du monde et à notre sensibilité. Pour lui, il y a des effluves, des émanations qui se détachent des objets. Et c'est ça que perçoivent nos organes perceptifs, qui sont équipés d'espèces de pores qui filtrent ces effluves. C'est Platon qui en parle en mettant en scène un dialogue de Socrate avec Ménon, où Socrate dit « Il s'échappe de tous les êtres des effluves, et il y a dans les êtres des pores qui reçoivent et laissent passer ces effluves. Parmi les effluves, les uns sont exactement proportionnés aux pores, tandis que d'autres sont plus ténus ou plus gros. Et donc en fait, un objet constitué de l'élément terre, par exemple, produit un effluve transportant cet élément jusqu'à l'œil, dont certains des pores qui s'y trouvent sont parfaitement ajustés à l'élément terre, et ça fait naître la perception du rouge et du brun. Et ainsi, chacun des 4 éléments est la clé des 4 serrures qui sont présentes dans nos organes perceptifs. La perception, et celle des couleurs en particulier, naît donc de la rencontre des choses semblables, du complémentaire, et les éléments sont ce que nous avons en partage avec le monde. Ça fait que l'humain est parfaitement intégré dans le monde, il est une portion du monde, il en fait partie intégrante. Il n'est pas un observateur extérieur, il est en interaction constante avec les effluves du monde qui l'entoure. C'est en contradiction avec ce que pense Platon un siècle plus tard de l'art, pour qui le peintre, l'art, c'est une illusion qui ne fait que reproduire l'apparence des choses. Dans la vision d'Empédocle, en prenant, je cite, « dans leurs mains des matières de couleurs variées », les peintres produisent par leurs moyens des formes similaires à toutes choses, faisant des arbres et des hommes et des femmes, des bêtes et des oiseaux et des poissons qui demeurent dans les eaux. La couleur, pour Empédocle, est absolument indissociable de la matière, du pigment, et des éléments qui la forment. Ce que j'aime particulièrement dans cette philosophie d'Empédocle, c'est cette manière dont toutes les choses séparées peuvent en fait être réunies dans une concorde dans l'amour, dans ce cycle où finalement toutes choses sont similaires et interagissent. Je vous cite une phrase que j'aime bien. « Car je fus déjà un jour un garçon et une fille, et plante et oiseau et poisson qui trouve son chemin hors de la mer. » Je me permets une petite parenthèse parce que j'ai une passion pour les notes de bas de page et les digressions que je retranscris ici en podcast. En citant le poisson qui sort de la mer, Empédocle m'évoque aussi Anaximandre, un siècle avant lui, philosophe grec, un élève de Thalès. Anaximandre pensait que la Terre était née du réchauffement et de l'évaporation de l'eau, et que c'est de cette eau et de cette terre réchauffée qu'étaient sortis des poissons. Et que c'est ensuite de ces nouveaux animaux que sont littéralement sortis les humains en quelques étapes, en effectuant notamment une partie de la transition dans la bouche de gros poissons pour se protéger du climat avant de perdre leurs écailles primordiales. Bien que 2500 ans plus tôt, ça résonne étrangement avec la théorie de l'évolution de Darwin. Évidemment, on n'y est pas du tout, on est encore loin des sciences modernes, mais Anaximandre est un personnage fascinant et je vous invite à vous renseigner à son sujet et par exemple découvrir qu'il est aussi le premier à avoir eu l'idée que la Terre n'est peut-être pas un plan infini, mais quelque chose qui flotte dans le vide. Je ferme cette parenthèse et fais un saut de 2500 ans dans le temps pour vous citer Nietzsche qui disait que Empédocle était la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne. Favorinus d'Arles, un philosophe du 1er siècle, disait lui que Empédocle s'habillait de vêtements de pourpre avec une ceinture d'or, des souliers de bronze et une couronne delphique, et que quiconque le rencontrait croyait croiser un roi. L'or, le bronze, le pourpre et les couleurs rouges étaient en effet les couleurs les plus importantes de la Grèce antique. On différencie à l'époque l'échelle allant du noir, qui représente un tissu non teint souillé, au blanc, qui représente un tissu non teint aussi, mais immaculé. Et donc on fait la différence entre ces tissus qui ne sont pas teints et la couleur rouge qui s'y oppose. Contrairement au noir sale et au blanc incolore, le rouge c'est la teinte qui a un réel statut de couleur. C'est d'ailleurs une couleur très importante sur les temples grecs.
S'il ne nous reste aujourd'hui que du marbre blanc et immaculé, ils sont en réalité en grande partie recouverts de peinture à l'époque, à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Pour les Grecs, c'est inconcevable de laisser le néant blanc envahir la pierre. Si les colonnes et les escaliers restent blancs, tous les reliefs sont colorés de couleurs vives, rouge, bleu, or. Sur le fronton, au-dessus des colonnes, les frises sont striées de raies verticales peintes de bleu qui contrastent avec les métopes dont le fond rouge fait ressortir les bas-reliefs figuratifs qui sont teintés de diverses couleurs. À l'époque, le bleu du ciel, la résidence des dieux, est attribué aux garçons, tandis que le jaune est associé à l'or. C'est une belle couleur, un signe de richesse, de fertilité, de chaleur, de joie et de lumière qu'on associe au sacré. Selon Hérodote, un des premiers géographes grecs du 5e siècle avant notre ère, le phénix est rouge et or. L'or et le jaune est la couleur cérémonielle des Romains, portée aussi lors des mariages, jusqu'à l'époque impériale. Et là, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, elle s'est dépréciée au point qu'on a évité de la porter. Au théâtre, le jaune devient alors la couleur des affranchis, des parvenus, des efféminés et des hypocrites. On reviendra la semaine prochaine justement sur l'histoire de la couleur jaune qui ne fait que continuer à porter des valeurs négatives jusqu'à nos jours assez étonnamment et qu'on a aussi malheureusement et tristement associé à la sombre histoire de l'antisémitisme. La semaine prochaine, nous quittons l'Antiquité et entrons au Moyen-Âge, mais pas tout de suite au Moyen-Âge européen. Nous allons d'abord traverser l'Atlantique et parler des couleurs mésoaméricaines dans les civilisations liées à la langue nahuatl. Avant de revenir en Europe, qui a d'ailleurs bien profité de la maîtrise exceptionnelle des pigments et des couleurs mésoaméricaines par la suite à la Renaissance et la période classique. Ce podcast est avant tout le résultat d'un long travail de recherche et d'écriture, et si vous voulez approfondir, je vous invite à visiter le site internet du podcast lafourmi.media pour accéder à tous les articles qui ont servi à la préparation de l'enregistrement de ces épisodes, ainsi qu'aux sources et aux indispensables notes de bas de page. N'hésitez pas aussi à y laisser des commentaires ou bien à m'envoyer vos remarques et vos questions à l'adresse contact@lafourmi.media. Je remercie d'ailleurs en passant tous ceux qui m'ont déjà fait des retours, que ce soit sur le fond ou sur la forme des épisodes. Je prends bien évidemment tous ces retours très à cœur et je les prends en compte pour les épisodes futurs et faire de ce podcast aussi votre podcast, celui qui vous intéressera. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt et toujours en couleur pour la suite de cette deuxième saison de La Fourmi dans la coquille. C'était La Fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast. Man, the more I hear about this
I mean, it just gets crazier and crazier.